préfères pas aller au... Moi j'ai fait un petit PowerPoint aussi. Ouais. Enfin, oui, Il commence? Ouais. Tu veux commencer? Non, il commence. C'était dans le... Ouais, dans l'ordre, c'était comme ça. Bah, pour commencer, on va peut-être s'asseoir tous les trois et puis tu iras au pupitre si ça te va. Je n'ai pas le PowerPoint. Est-ce qu'on y va ou... Je vais juste demander à Arthur si on y va. Allez, on va y aller. Eh bien, vous avez bien fait de rester, puisqu'on va finir par une séquence cinéma pour cette journée, ou en tout cas image. Voilà, donc Paul Perret, qui est rédacteur en chef adjoint, c'est ça, à la direction des sports de France Télé, qui va intervenir en premier. Et puis on laissera la parole ensuite à Julien Faraud, que vous connaissez peut-être davantage pour ceux qui sont à l'INSEP ou qui sont coutumiers de l'institution. Julien, qui est donc responsable de collection audiovisuelle, responsable de l'iconothèque de l'INSEP. Je vous laisse la parole, Paul. Merci. Bonsoir à tous. Je suis un peu dans la situation de l'arroseur arrosé. Habituellement, je me trouve à votre place et pas de ce côté-ci, donc ça fait un peu bizarre, mais on va essayer de faire avec. Merci de m'accueillir ici parmi vous. C'est vrai que nous, moi, c'est de la télévision. La base de la télévision, ce sont des images. Et je dirais que la source numéro un, ce sont les images de sport, notamment dans ce que l'on fait par rapport aux Jeux Olympiques. Et le nerf de la guerre, ce sont les images. Ça veut dire de les obtenir, d'avoir le droit des diffusions. Et vous imaginez bien que des Jeux Olympiques, ce n'est pas gratuit. Ça l'est de moins en moins. Je ne vous dirai pas combien France Télévisions a payé, parce que je ne le sais pas, pour diffuser les Jeux de Paris. En plus, c'était un package avec les Jeux de Pékin. En revanche, et ça c'est notoriété publique, le groupe NBC, pour diffuser juste Paris 2024, paye 1 milliard de dollars. Voilà, c'est pour vous dire un peu, quand je dis que les images, ce sont un peu le nerf de la guerre. Alors, ce n'est pas parce que l'on se bat pour diffuser que l'on peut diffuser n'importe quand, n'importe comment et n'importe quoi. On est très surveillé par le CIO quand on acquiert ce genre d'images. Et notamment, j'ai un document qu'on m'a donné il y a quelques jours. C'est celui-ci qui fait 10 pages. Voilà, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des choses un peu confidentielles. Mais notamment, j'ai appris l'expression OTP. Moi, je connaissais ETP, mais je ne savais pas ce que c'était OTP. OTP, ça veut dire Olympic Theme Program en anglais. Et donc, on a tout un nombre de choses importantes à dire au CIO quand on veut exploiter la moindre image dans le cadre d'un programme hors d'un direct. On doit donner le synopsis de l'émission, le nombre d'émissions, la période de diffusion, la durée du programme, le type d'émission, est-ce que c'est un documentaire, une série, talk, usage des propriétés olympiques, est-ce qu'on va utiliser les anneaux, le logo des JO, le logo de Paris 2024, est-ce qu'on va utiliser des archives olympiques, la durée des archives en moyenne par émission. Enfin bref, c'est un document qui est hyper chiant à compléter, mais c'est pour vous dire comme quoi le CIO est particulièrement méticuleux dans l'utilisation qu'on en fait des images. Et ce n'est pas parce que dans vos fédérations, éventuellement, vous allez archiver ces images-là que vous pouvez les exploiter. Donc, soyez particulièrement attentifs à ça. Nous, déjà, on est dans l'œil du radar. Alors, je n'ose pas vous dire pour vous, si jamais vous les utilisez à titre de projection publique, ce que ça peut vouloir dire. Ils ont un bataillon d'avocats qui sont prêts à réagir. Nous, par exemple, lors des Jeux Olympiques, sachez que si vous étiez à l'étranger, si vous regardez le journal de France 2 via TV5, au moment où les Jeux Olympiques ont lieu,
vous ne verrez pas ces images-là. Elles sont ce qu'on appelle géobloquées. Ça veut dire qu'on enlève de la diffusion de TV5 les résumés dans lesquels il y aura ces sujets des Jeux Olympiques, parce que, mettons que je suis en vacances aux États-Unis, les droits appartiennent à NBC. Donc moi, TV5 qui diffuse ce programme-là, je n'ai pas le droit de montrer ces images-là. Et c'est pareil pour toutes les télévisions du monde entier. Ils font ce qu'on appelle une pige, ils payent des gens, le CIO, pour vérifier que dans chaque pays, les règles sont bien respectées. Si vous regardez actuellement les programmes que l'on réalise, nous, je vais vous en passer un par exemple, bon, j'ai pris un extrait, je n'ai pas pris l'intégralité, mais nous, par exemple, dans le programme que vous allez suivre, je pourrais voir, la régie, c'est l'exemple numéro 1, INSEP numéro 1, vous verrez un petit truc en bas à droite, et vous verrez ce que ça veut dire. Alors, je vais vous passer un extrait d'un programme qui s'appelle « Une histoire, un drapeau », que l'on a mis en ligne sur Internet depuis le début de l'année. On raconte l'histoire de tous ceux qui ont porté le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture, que ce soit aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. On met pour l'instant un épisode en ligne tous les mois. On va passer à 2 épisodes par mois à partir de janvier 2024. Et au total, on va diffuser 23 épisodes. Le principe, il est simple. On interroge la personne qui a porté le drapeau. Celle que vous allez voir, c'est Kiki Caron. C'est la plus ancienne dans la fonction, entre guillemets, et ça remonte à 1968 aux Jeux de Mexico. On va regarder le premier extrait. Dans cette aventure, les Français ont frisé l'infarctus. Kiki Caron, ligne numéro 4, a perdu d'un souffle la médaille d'or. Pas extraordinaire toute cette ambiance de photographes, de journalistes, de caméramens. Vous savez, depuis que j'ai battu le record du monde, c'est tout le temps pareil, alors. Monsieur Pompidou a reçu en fin d'après-midi de nombreux champions qui se sont illustrés cette année. Le Premier ministre était entouré de Monsieur Missoff, ministre de la Jeunesse et des Sports, du colonel Crespin, directeur des Sports. Vous nous apportez un réconfort, beaucoup de joie. On était quand même dans une période particulière, 68, mai 68. Donc si vous voulez, je pense que le choix est parti d'assez haut, on va le dire comme ça, et que c'était pas innocent. Voilà, c'est un extrait d'un... Il fait à peu près 4 à 5 minutes, ce sujet. On l'a mis en ligne au mois d'août. Vous avez marqué en bas à droite, CIO droit réservé. Dès que la moindre image du CIO est diffusée, on est obligé de le faire. Même si nous avons les droits à France Télévisions, on doit quand même sourcer l'image. Si vous avez la chance, enfin j'espère que vous le ferez, d'aller sur Internet pour voir ce sujet-là, à la fin, vous verrez ce qu'on appelle un logo triposite, à savoir qu'il y a le logo de France Télévisions, marqué diffuseur officiel, puis à droite et à gauche, le logo de Paris 2024, avec le logo d'un côté des JO, de l'autre côté des Paralympiques. Ça montre que nous avons un côté un peu officiel par rapport à ça, que nous sommes reconnus comme tels par le CIO, et donc nous avons le droit d'exploiter ces images-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans le sujet aussi, vous avez vu, il y a des images en noir et blanc, des JO déjà. À l'époque, les jeux étaient quasiment pas diffusés à la télévision. Les jeux ont été diffusés, je crois, la première fois en Europe en 60, aux Jeux de Rome. Mais il n'y avait pas encore de grosses retransmissions comme aujourd'hui. Donc du coup, ça peut être des images en film, mais malgré tout, ces images appartiennent au CIO. C'est pour ça qu'on a mis CIO droit réservé, même s'il y avait une voix qui n'était pas celle d'un commentateur français, d'une télévision française, mais peut-être dans le cinéma ou ce genre de choses. Et puis pour agrémenter, on a aussi mis des images d'archives de l'INA, notamment quand on la voit, notre ami Kiki Caron à Matignon de mémoire, avec Georges Pompidou. Pardon, oui, c'est ça, Georges Pompidou. Et en revanche, on a des photos aussi qu'on peut mettre, et notamment Kiki nous a très gentiment donné l'invitation qu'elle avait reçue de l'Élysée quand elle a été invitée en 66. Voilà. Un exemple de ce que l'on peut faire dans les règles, dans le droit. Nous avons actuellement une émission qui s'appelle Au jeu citoyen, qui a commencé le 24 juillet, qui est diffusée 5 fois par semaine, et qui a l'autorisation de... Donc c'est pour ça que nous pouvons exploiter ces images-là.
Nous avons les droits d'exploitation non plus jusqu'au 31 décembre 2024, mais maintenant jusqu'au 31 décembre 2032, parce que nous avons reconduit notre contrat qui lie France Télévisions via l'UER, l'Eurovision, donc avec le CIO, pour diffuser ces JO. Du coup, on peut encore diffuser les archives, et tant mieux pour nous. Je ne sais pas comment ça se passe pour TF1, pour M6. Eux doivent certainement acheter des images à M. CIO. Et je peux vous dire que ça se chiffre en milliers d'euros la minute dans ce genre de circonstances. C'est les images les plus chères qui existent au niveau du sport mondial, entre guillemets. Donc, méfiance pour vous si jamais vous voulez utiliser des images. Le CIO veille au grain. Mais il n'y a pas que ça aussi. Je sais, dans la salle, je crois qu'il y a des gens de la Fédération d'escrime ou d'athlétisme. L'escrime, par exemple, les championnats du monde ont été organisés en France en 2010, au Grand Palais. Si je ne dis pas de bêtises, on les a diffusés nous-mêmes sur France 4. Mais ce n'est pas pour autant que ça s'est passé en France que ces images vous appartiennent et que vous les avez dans votre vidéothèque. Elles appartiennent à la Fédération internationale d'escrime. Idem pour les championnats du monde d'athlétisme en 2003 à Paris ou au Stade de France. Ça appartient à World Athletics. Ça n'appartient pas à la Fédération française d'athlétisme. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ces images-là. Et j'ose pas imaginer si, par exemple, j'ai déjà vu le cas d'entraîneurs qui tournent des images de la compétition. N'utilisez jamais ces images-là à des fins commerciales par la suite, parce qu'elles appartiennent aux détenteurs de droits et aux propriétaires de ces images. Voilà. En tout cas, la meilleure... je vais vous proposer un deuxième extrait, où là aussi, on a utilisé des images d'archives du CIO, et puis la personne que vous allez reconnaître, ça sera peut-être la personne qui va allumer la flamme, j'en sais rien. Moi, je serais prêt à parier qu'elle doit être en pole position pour ça. Et on a en plus utilisé des images d'archives qui sont propres à France Télévisions. Je vous laisse regarder lesquelles et on en parlera juste après. C'est l'extrait numéro 2. Quand je vois Siune Barcelona, je me dis, dans 4 ans, les prochains Jeux, c'est pour moi. Ça y est, je suis prête et j'ai envie de vraiment travailler et de vivre les choses autrement. Marie-Josée Pérec. Il va falloir maintenant accélérer dans le virage, Marie-Josée, parce que Brisguina est extrêmement menaçante. Ça y est, Marie-Josée Pérec semble être passée à la vitesse supérieure. On va attendre la sortie du virage. Ça va être très très chaud, très très chaud. Marie-Josée Pérec qui n'est pas en tête, qui va maintenant poster l'accélération. Marie-Josée, faut y aller. Marie-Josée Pérec qui revient sur Brisguina. Marie-Josée va être championne olympique. Marie-Josée Pérec, il faut tenir. Oui, Marie-Josée Pérec. 48 secondes, 85 centièmes. Nouveau record de France. Marie-Josée Pérec, championne olympique. Voilà, elle est dans les bras de sa grand-mère, la bête. Voilà, ces images, elles n'appartiennent pas au CIO, ce sont les nôtres. Soyez-en sûrs. Et ça, celui-ci va être au mois de janvier, il va être en ligne, cet épisode-là. Donc il y aura 14 porte-drapeaux JO. On remonte à 68 jusqu'à nos jours, sachant qu'en 80, il n'y a pas eu de porte-drapeau, puisqu'il y a eu le CNOSF, il défilait sous la délégation, la bannière du CNOSF. Et pour les Paralympiques, si tout va bien, on remontera à 1992. Voilà. J'espère avoir été complet. Juste une chose, je ne vais pas dire ça pour me faire des amis ou pas, mais le meilleur boulot actuellement, c'est avocat pour négocier les droits de diffusion. Pas uniquement pour ceux qui les vendent, mais pour ceux aussi qui les achètent. Et je peux vous dire que c'est une belle bataille chez nos services juridiques pour être sûr que l'on peut exploiter comme on le veut les images des JO. On n'a pas mis volontairement des images des championnats du monde en 91, que Pérec avait gagné, parce qu'on ne voulait pas avoir de soucis avec World Athletics. Au moins, en faisant ce qu'on a fait, on était tranquille. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Paul Perret. Alors, on prendra les questions après avec Julien, pendant que Julien s'installe là. Peut-être juste une toute petite question. Est-ce qu'il y a des images qui valent plus cher que d'autres du CIO ou Non, c'est le même prix. Le problème, c'est que, bon, comme il y a plus d'images aujourd'hui qu'il y en avait en 1896, c'est une certitude. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'était il y a quelques années, si on cumulait le nombre d'images des différentes disciplines, que ce soit série, demi-finale, finale,
on en serait à plus de 6000 heures pour une édition des Jeux. Voilà. Nous, on va faire très modestement à peu près 600 heures l'année prochaine, entre la 2 et la 3 et la 4. Et en plus, on aura une chaîne numérique. Donc ça permettra en fait d'avoir une 3e chaîne qui va diffuser les Jeux. Et pour les paras, on fera plus de 300 heures, ce qui n'a jamais été fait. Pour mémoire, les Paralympiques en 2004 à Athènes, c'était 15 minutes après minuit. On en avait fait 100 heures la dernière fois à Tokyo, et là, ça va être 300 heures. Voilà. Bon, merci beaucoup. Julien, à toi. Merci beaucoup. Donc il me revient la tâche ingrate de vous achever, non pardon, de parachever cette longue journée avec une brève présentation des collections cinématographiques et audiovisuelles de l'INSEP qui témoignent en réalité d'un siècle de coproduction au service des fédérations sportives. Je voulais vous dire, pour resituer cette longue histoire, faire un bref retour sur le mouvement même des cinémathèques. Les historiens ont d'abord identifié ce photographe Matuszewski comme l'un des pères de l'idée de la cinémathèque, qui est le premier à avoir imaginé la source cinématographique et lui conférer la même autorité, la même existence officielle, le même accès qu'aux autres archives déjà connues. Donc le mouvement des cinémathèques est né avec le cinéma. Et dans un premier temps, l'idée est de pouvoir sauvegarder la mémoire du monde, la mémoire en images animées, avant même l'art cinématographique, donc plutôt pour leur contenu. Et on a donc toute une série, les premières cinémathèques, la photothèque cinémathèque d'Albert Kahn, que vous connaissez, avec ce projet fou d'archives de la planète. Bien sûr, la création de la section cinématographique de l'armée, qui va naître dans un contexte particulier de la guerre, donc produire une propagande, mais aussi bientôt la conserver. Et je cite en dernier exemple la Cinémathèque de la ville de Paris, qui était dédiée au cinéma d'enseignement. Donc après cette première grande vague, il y a eu une deuxième vague qui est peut-être la plus évidente, celle qui vient à l'esprit, c'est-à-dire les grandes cinémathèques du cinéma mondial. La Cinémathèque allemande en 1934, le BFI pour les Anglais, le MoMA aux États-Unis et la Cinémathèque française. Pourquoi je cite ces exemples ? Parce que vous voyez que c'est un tir groupé dans les années 30 et ça témoigne d'un changement de technique très important qui a révolutionné le cinéma, c'est l'arrivée du parlant. Donc on retient le 1927, le chanteur de jazz, comme l'un des premiers films parlants. Et en fait, ça a provoqué le premier grand danger de perte de patrimoine. Pour la première fois, on a parlé d'un cinéma de patrimoine, parce que les exploitants, parce que les distributeurs de films et une partie du public avaient pensé à tort que le cinéma muet était donc un cinéma périmé, et qu'on a commencé à jeter des films, pensant qu'ils n'étaient plus utiles. Et c'est donc dans ce contexte particulier que les grandes cinémathèques ont pensé à sauver pour la première fois le cinéma de patrimoine. Et je cite cet exemple parce que dans les années 2000, quand nous avons obtenu pour la première fois des fonds permettant de numériser les collections à l'INSEP, j'ai eu un interlocuteur au ministère des Sports qui nous a demandé, et m'a demandé indirectement, s'il était bien utile de conserver les films après les avoir numérisés. Et donc le passage au numérique a été, comme en son temps le passage au parlant, des moments aussi critiques où on a cru à l'obsolescence de la technologie précédente. Et fort heureusement, des gens, des archivistes, des passionnés, là, dans le cas présent, le cinéma, ont cru bon de conserver les documents comme des archives potentielles pour le futur. Notre école de Joinville, donc l'école normale de Joinville, qui est notre ancêtre militaire, comme vous le savez, s'inscrit donc très tôt et dans cette première vague des cinémathèques. Les cinémathèques qui, avant de sauvegarder un art du spectacle, un art de la narration, le cinéma que vous allez voir en salle, a d'abord conservé la mémoire du monde. Les documentaires, comme on pourrait le dire très rapidement. Donc là, je vous cite une source d'un périodique qui s'appelle l'Information universitaire, qui date du 4 novembre 1922,
et qui dit rapidement « L'école de Joinville possède une belle collection de films d'éducation sportive, aujourd'hui que de nombreuses écoles primaires, pourvues d'appareils cinématographiques. » Et donc, il parle de reproduction à plusieurs exemplaires, pourrait donc se faire circuler à travers le pays. C'est donc la deuxième mission d'une cinémathèque ou d'une archive, de façon plus générale, conserver, mais aussi faire circuler. Et donc, vous voyez que l'école normale de Joinville, qui était connue pour la préparation notamment des soldats, mais aussi des instructeurs, a été aussi en pointe, on peut le dire, dans le domaine de la conservation des films. C'est une des premières cinémathèques en France et dans le monde. Voici les plus vieilles images animées que nous conservons aujourd'hui concernant l'école normale de Joinville et qui datent seulement de 1917. Vous reconnaîtrez en arrière-plan la façade de l'école de Joinville, qui était donc dans la redoute de la Faisanderie, qui aujourd'hui n'existe plus. Et cet exercice de pliométrie, qui finalement est assez contemporain, si j'ose dire, réalisé avec le ralentisseur Pathé, une des premières caméras permettant de réaliser des prises de vue au ralenti. Les usines Pathé étaient géographiquement très proches de l'école normale. Et donc nous avons souvent, enfin je dis non, mes prédécesseurs, beaucoup collaboré. Les opérateurs Pathé avaient même un bureau dans l'enceinte de l'école de Joinville. Et donc les premières collaborations avec les fédérations, elles vont arriver très vite, notamment avec le fameux tournant sportif de la Première Guerre mondiale. Donc non, tout n'a pas été inventé, enfin le sport n'est pas né pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a eu un effet d'accélération absolument prodigieux. Et donc, pour l'école de Joinville, ça a été un tournant sportif. Je cite très rapidement, bien sûr, les Jeux interalliés qui ont eu lieu sur le stade Pershing à quelques centaines de mètres d'où vous vous trouvez actuellement. Et les Jeux olympiques d'Anvers qui, nous le savons maintenant avec les archives, étaient l'occasion pour la première fois pour l'école de Joinville d'accueillir des délégations, notamment en athlétisme, pour préparer les Jeux olympiques. Donc, vous voyez ce glissement progressif d'une école militaire vers l'entraînement des sportifs et de la préparation olympique. Et puis, bien sûr, un tournant sportif pour l'ensemble de la société, parce que tous ces soldats qui venaient du monde ouvrier ou agricole, qui n'avaient jamais vu un ballon et qui, tout d'un coup, découvrent ces loisirs, avec donc un nouvel afflux de pratiquants qu'il va falloir encadrer, avec, on l'a évoqué ce matin, donc je ne m'étends pas là-dessus, le football association qui crée sa fédération en 19, l'athlétisme en 1920, le rugby en 1920 aussi, et la fédération de natation et sauvetage en 1921. Donc dans ce contexte-là, j'ai pris 3 exemples, donc très peu de temps après la naissance de ces fédérations. Ce courrier date du 23 novembre 1922, et c'est donc Henri Delaunay qui écrit au directeur de l'école de Joinville et qui lui demande « Il y a une dizaine de jours, M. Henri Pathé, haut commissaire à la guerre, a fait connaître à M. Jules Rimet, notre président, qu'il vous serait éventuellement possible de recevoir à votre école une délégation de notre fédération en vue de l'établissement d'un film de football. » Donc en 1922, c'est une grosse production. On a les archives de ce film qui sera fait sur plusieurs années. Il sera terminé en 1924. Deuxième exemple qui date de 1924 avec la Fédération d'athlétisme. Un film technique assez exceptionnel puisqu'il a utilisé des images de compétition olympique à Colombes. Vous reconnaissez 3 des plus grands coureurs de l'époque. Ritola, Nurmi et le Suédois Wide. Un film technique qui était en partie tourné à l'école de Joinville, mais les réalisateurs de ce document ont eu la bonne idée de profiter de la venue des meilleurs athlètes du monde lors des Jeux Olympiques pour tourner des images pendant les compétitions et en faire venir une partie à l'école. 3e exemple, voilà, c'est pour la Fédération de natation, c'est difficile à lire, mais en 1926, un autre film qui est fait conjointement, en collaboration entre l'école de Joinville et la Fédération de natation sauvetage.
La cinémathèque va perdurer dans les années 30. Elle aura cette activité à la fois de production et aussi de circulation de ces films. Et je passe rapidement à la période d'après-guerre. Donc là, vous voyez, j'ai mis de façon un peu lapidaire, pas de cinémathèque dans l'organigramme. Et pour cause, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de priorités. L'histoire de l'institution a conservé en mémoire le fait que notamment que les athlètes ont dû utiliser leurs petites mains et leurs truelles pour construire eux-mêmes la piste d'athlétisme sur laquelle ils allaient s'entraîner. Et donc, le cinéma ne retrouve pas une place ou des subventions et ne fait pas l'objet d'un service dans l'après-guerre. Mais malgré tout, alors Louis, ce sera le point d'orgue de ces années de recul ou de parenthèse. Vous allez voir que heureusement, c'est une parenthèse. C'est cette autodafé de 1954. Alors, c'est une photo qu'on a dans nos collections. Et au dos de ce tirage papier, il est indiqué « Film de l'école de Joinville avant destruction ». Donc, il s'agit de pellicules nitrate. Jusqu'au milieu des années 50, les films étaient sur un support hautement inflammable. Et donc, la direction de l'INS a cru bon de détruire ces films plutôt que de risquer quelques incendies ou problèmes avec ces documents. Et donc, c'est une perte sèche et difficile aujourd'hui, quand on observe cette photo, de savoir que tous les films de l'école de Joinville sont perdus. Pas forcément à jamais, parce qu'on sait qu'on retrouve, toutes les cinémathèques du monde retrouvent parfois de façon complètement hasardeuse sur un marché d'un collectionneur une copie, puisque ces films circulaient beaucoup. Donc on a l'espoir un jour de voir ressurgir les films de l'école de Joinville. Donc un exemple quand même, tout n'est pas terminé entre les fédérations sportives et l'INS, parce qu'en 1946, la naissance du CNC, un établissement sous tutelle du ministère de la Culture, a précisément été créé pour ça. Le CNC faisait le lien entre les ministères qui souhaitaient faire produire des films et des sociétés de production cinématographique privées. Et donc le CNC a permis de créer ce qu'on appelait les contrats de gré à gré. Et donc, j'ai trouvé la trace que je vous livre ici, dans la revue Héraclès en 1946, de la cinémathèque de la Direction générale de l'éducation physique et des sports. Et tous les titres qui sont sur cette liste sont aujourd'hui présents dans nos collections. Ou à droite, un article de la revue EPS qui liste toutes les cinémathèques académiques de la jeunesse et des sports. Donc, à ce moment-là, les fédérations ont encore la possibilité, à travers le CNC, de faire produire des films qu'ils jugent bons, notamment à des fins, dans l'après-guerre, principalement d'incitation à la pratique sportive, de faire connaître les sports aux Français. Et puis, c'est la renaissance, ce n'est pas une naissance, mais pour moi une renaissance d'un service cinéma à l'INS qui se fait dans un contexte très particulier, juste après la débâcle de Rome. Je vais pas, vous connaissez cette histoire par cœur. Le Haut-Commissariat donc, va octroyer des moyens importants à l'INS pour essayer de reconstruire le sport français, notamment un sport de haut niveau plus compétitif. Et dans ce contexte-là, l'INS va avoir les moyens de créer donc, un service photociné. Et je vais donc passer un petit extrait. Là, on peut faire le noir parce que l'extrait est un peu plus long et il est sonore. Il devient, tout comme ici Michel Jazy, le témoin de son propre geste sportif. L'intérêt de l'opération, c'est que non seulement nous gardons les bandes qui ont été ainsi prises, mais l'athlète part avec sa bande bouclée. Ce qui fait que pendant 3 mois, puisqu'ils reviennent en principe tous les 3 mois, il pourra, s'il en a l'occasion, s'il en a le désir et la volonté, voir ses défauts et s'imprégner justement des modifications indispensables qu'il doit apporter à son style ou à son travail. Je crois que c'est une méthode très efficace qui a déjà donné quelques résultats, puisque nous avons déjà enregistré au cours de la 2e série de stages d'importants progrès dans le travail des athlètes. C'est une méthode qui permet aussi à l'Institut de devenir
en quelque sorte un centre de documentation par l'image. Et voilà, c'est important pour nous car nous avons la possibilité de voir tous les champions, car non seulement les champions français passent à l'Institut, mais aussi les champions étrangers. Brumel est passé ici, les grands coureurs russes ou américains sont passés là. Berger, le champion de poids et haltères que vous connaissez bien, recordman du monde, est lui aussi passé à l'Institut. En prenant des bandes de tous ces athlètes, on peut arriver, voyez-vous, à faire le point de la situation du style. Bien sûr, on ne peut pas demander à un athlète de copier fidèlement le style d'un champion, puisque chaque athlète et chaque individu a son style propre. Mais tout de même, ça nous donne des points de comparaison. Voilà, je vais citer un dernier exemple d'une collaboration historique très forte qui était celle de la Fédération de tennis avec l'INS et puis l'INSEP. C'est celle de Gilles de Kermadec, premier DTN du sport français, nommé en 1966. Une des premières choses qu'a fait Gilles, c'est demander un bureau à l'INS. Il était très peu à la Fédération de tennis. Il voulait être ici parce qu'il savait qu'il y avait des caméras et des hommes capables de faire des films. Et Gilles était obsédé par la captation du tennis. Et pour le comprendre, toute sa vie, ça a été une obsession. Et donc vous le voyez ici, sur un énième tournage d'un film d'instruction, s'entraîner au tennis en 1978, avec une caméra encore 16 mm. Je vais terminer sur la dernière diapositive, qui donc est une sorte de cartographie de notre collection aujourd'hui, qui représente à peu près 2463 films et 2170 vidéos. Je dis à peu près parce que l'indexation est un travail de longue haleine, et notamment les parties plus récentes vidéo est encore en traitement. On y retrouve donc les sports les plus historiquement les plus importants de notre institution, et puis les plus aussi au niveau olympique les plus représentés, les plus les faire valoir, je ne sais pas comment dire ça. Donc la gymnastique, vous voyez que le chiffre est très important parce que j'y ai mêlé, adjoint les films concernant la GR, mais surtout le trampoline qui était très représenté. L'athlétisme qui est important, le basket, donc Daniel est parti, mais nous abritons les films du musée du basket parce que Gérard Bosque était jamais très loin de l'Iconothèque, donc on a collaboré très tôt ensemble. La natation qui est très représentée aussi, le ski d'alpinisme parce que nous conservons en dépôt les films de l'ENSA, puisqu'à Chamonix ils ne sont plus en capacité ni de les conserver, ni de visionner les films sur support 16 mm. Et puis voilà la liste complète de ces films qui donc constituent un fonds tout à fait inattendu, parce que les gens, le grand public ne s'imagine pas trouver à l'INSEP une cinémathèque aussi ancienne, les années 20, donc dans les toutes premières cinémathèques de l'histoire de ce mouvement. On les retrouve ni à l'INA parce que ces films n'ont pas eu vocation n'ont pas été télédiffusés, et ils ne sont pas aux archives françaises du film, parce que ces films n'étaient pas produits pour la salle de cinéma. Ils n'ont pas reçu de visa d'exploitation, ils n'étaient pas réalisés à des fins commerciales, mais à la demande des fédérations sportives, pour leurs besoins, pour les pratiquants, pour les formateurs et les entraîneurs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Julien. Merci, c'était vraiment passionnant. Et je vous laisse la parole pour des questions à nos deux intervenants. Tony. Oui, juste une petite question pour rebondir sur ce que vient de dire Julien, là, sur effectivement j'ai la dernière diapo sur le trampoline qui est très développé au niveau des films, ce que tu nous dis. Je me pose la question de savoir si c'est lié à la personne de Pierre Bois, qui enseignait à la gym ici, puis qui a muté au trampoline ensuite, et puis qui était un fanat de photos aussi, donc, ou s'il y a d'autres raisons. Non, c'est ça, tout à fait, Pierre Blois, et c'est Michel Rouquette qui a fait ce dépôt. C'est vrai que les exemples que j'ai cités, Gilles de Kermadec, en athlétisme, il y a eu un certain nombre plusieurs générations d'entraîneurs-filmeurs. La gymnastique a tout de suite été un sport qui a été où l'image animée a eu une importance prépondérante, du fait que ce soit un sport de jugement et qu'il a fallu très vite pouvoir trancher et se voir aussi. L'autoscopie était très importante dans ce sport.
Donc c'est lié à des hommes, et effectivement Pierre Blois était un photographe connu. On a cité un peu la revue EPS aussi, qui est une figure assez importante de notre institution, malheureusement qui nous a quittés aussi trop tôt. Mais oui, tout à fait. C'est en partie les films est dû au fait que dans cette fédération de trampoline, qui a commencé toute seule, puis maintenant je l'ai mis avec la fédé de la gym parce qu'il y a eu ce rattachement. Mais le trampoline avait eu sa propre histoire et sa propre tradition de captation d'images, clairement. Merci. Oui, une question pour M. Paul Perret, c'est ça. Si j'enregistre des images sportives de France Télévisions, et si je les mets par exemple sur ma page Facebook, est-ce que j'ai le droit de le faire ou non? Moi, je dirais non. Parce que c'est quelque chose qui était public, diffusé. On a le même problème avec les réseaux sociaux. C'est la même chose que ce soit Twitter ou les autres. Si l'émetteur est la chaîne qui a diffusé, vous pouvez retweeter entre guillemets, mais pas être l'initiateur d'eux. C'est le gros problème que l'on a. Bon, après, votre page Facebook, c'est pour votre cercle d'amis. Mais elle est vue par tout le monde en réalité. C'est le problème. Après, c'est un travail, je dirais, je ne vais pas dire de nettoyage, mais de veille de la part des détenteurs de droits. On est sollicité régulièrement par des parents. Est-ce que je peux mettre tel sujet que j'ai vu diffusé par vous dans tout le sport, Stade 2, ce que vous voulez? Je dis, soyez vigilants, c'est tout. Je l'ai dit tout à l'heure en rigolant. La meilleure fonction d'aujourd'hui, c'est avocat, c'est un peu ça, quoi. Aujourd'hui, nous, on n'est pas trop, je ne vais pas dire chiant, mais en tout cas, on n'est pas aux aguets. Le CIO, beaucoup plus. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de TV5 qui est vraiment dans l'œil du cyclone. Nous, en plus, on est diffusé à l'étranger, donc on doit faire gaffe. En Italie, on peut voir France 2, par exemple, en bord de mer, genre de choses. Bon, ça déborde naturellement, dirons-nous. Mais on doit être très vigilant par rapport à ça. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que je faisais l'analogie tout à l'heure avec les images. Bon, je sais ce qu'a dit Julien tout à l'heure, mais j'ai vu des images, notamment Jacques Piacenta, par exemple, qui tournait beaucoup d'images de ses athlètes. Nous, on ne pourrait pas les utiliser, ces images-là, si on n'avait pas l'accord, de Jacques, et du détenteur de droit qui nous a vendu de l'image, entre guillemets, les championnats d'Europe ou championnats du monde d'athlétisme. Voilà. On est hyper vigilant, on doit être très, très vigilant, nous, par rapport à ça. C'est comme ça aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Une autre question concernant l'athlétisme, je pense. Non, c'est plutôt un complément. Effectivement, la FFA, sur le site de la CDH, on a à un moment voulu mettre des liens, notamment sur YouTube ou sur l'INA, sur des documents d'athlétisme. Et on a demandé à notre service juridique qui nous a dit « niet, on n'y va pas ». Et donc on a renoncé un peu la mort dans l'âme, parce qu'on aime bien montrer de l'athlétisme. Et c'est quand même facile à trouver. On en trouve énormément. On peut trouver des images, je pense, jusqu'aux Jeux intercalaires de 1906. Hein. J'en ai vu cette année, donc on trouve assez facilement. Mais ça a été niet. Et il avait été cité en exemple, alors je ne sais plus si c'était le football, qui avait utilisé des images provenant de Pathé et qui avait des gros soucis. Idem pour les photos. Les droits photos, ça peut aussi poser de gros problèmes. Donc, ah oui, non, mais on n'a pas de... Nous, on ne gagne rien dans l'affaire. Hein. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour l'athlétisme, mais j'en ai pas gagné. Pas vous dire que j'en ai pas gagné, pas du tout, mais presque. Mais oui, ça part d'un bon esprit, mais là, la règle est la règle. Mais vous ne pourriez pas mettre les images des championnats de France d'athlétisme dont vous produisez les images? Oui, ça, je pense qu'on pourrait le faire. Et de toute façon, Athlé TV est ouvert gratuitement à tous nos licenciés, donc ils peuvent le trouver. Mais oui, ça je pense qu'on pourra le faire. Ouais. Julien, est-ce que les images qui sont tournées aujourd'hui par des entraîneurs à l'INSEP sont conservées aussi par le service d'Iconothèque? Alors le service audiovisuel qui existe encore, hein, puisque
s'il y a toutes ces archives audiovisuelles, c'est bien parce qu'on a produit des choses en interne. Le service de réalisation audiovisuelle existe toujours, mais ses fonctions ont évolué avec le temps, notamment, j'ai parlé des technologies, de l'arrivée du parlant et du numérique. C'est vrai que jusque dans les années 2000, le service répondait encore à des demandes fédérales. Ils ont notamment beaucoup produit de DVD au début des années 2000, sur le double en badminton, sur le newaza en judo, je ne sais quoi. Il y a eu beaucoup de films techniques, parce que le DVD était encore un objet qui se vendait, il y avait une demande. Et puis avec l'explosion en fait, des outils numériques, et notamment aujourd'hui de ces téléphones qui sont des petites caméras en puissance, il n'y a plus de demande comme c'était par le passé, donc c'est une vraie rupture. Et les pôles sportifs font encore appel à nos services quand il s'agit de, bien sûr, des équipements, des caméras. Il y a encore un suivi à l'INSEP sur plutôt la logistique, mais pas sur la réalisation de films. Donc on a perdu et on va perdre une production. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus instantanée, elle n'est pas à préserver. Prenons l'exemple qui va vraiment questionner là, et qui est un challenge pour l'historien de demain, c'est qu'aujourd'hui, si vous baladez à l'INSEP, beaucoup de pôles sont équipés de vidéos. Mais c'est du flux, c'est-à-dire que les caméras, il y a un moment de latence, où notamment à la gym, un gym qui est sur la barre fixe, il fait son exercice, et il peut être tout seul dans la salle, il descend de sa barre, il a 20 secondes pour aller devant l'écran, il regarde ce qu'il vient de faire, et il retourne sur la barre fixe. Et il n'y a eu aucun enregistrement de ça, c'est du flux. Donc la question se pose des archives de demain, parce que avant c'était une équipe, on voyait, vous avez vu Gilles, c'était des techniciens, on filmait ça sur pellicule, donc il y avait un scénario, on se posait la question, la direction technique était sollicitée pour essayer de faire un objet aussi, un auxiliaire pédagogique, il fallait penser les films. Là aujourd'hui on est plutôt dans une pratique instantanée de captation sur un téléphone de l'entraîneur, et il restera très peu de traces. Donc c'est un des dangers de l'histoire actuelle que les historiens de demain devront relever. Vous avez une toute dernière question éventuellement. Et puisqu'il n'y en a pas, on va clôturer donc, je pense, cette journée en vous disant donc rendez-vous demain matin à partir de 8h30 pour l'accueil, c'est ça, aux archives nationales à Pierrefitte, tout au bout de la ligne 13. Et voilà, on commence à 9h. Tout à fait. Voilà. Et merci à toutes et à tous et bonne soirée. Merci à vous.